tous, bienvenue. Merci pour votre présence sur ce webinaire Atelier Transition et SEC Alumni, 1 heure pour comprendre l'adaptation au changement climatique avec Guylaine Tandonnet-Guirand, ESSEC 90. Et un grand merci à toi, Guylaine, je te passe la main. Et moi, je gérerai également le partage d'écran. Voilà. Merci. C'est à moi, ça. C'est ça, exactement. Merci, merci à l'association de donner cette opportunité d'échanger avec les ESSEC alumni. Donc, contente de cette opportunité. Merci à tous les participants. Donc, l'idée, donc par rapport aux échanges que j'avais eu avec l'équipe, l'idée c'est de balayer. Alors, j'ai vu un peu dans les retour qu'il y avait avant, certains d'entre vous sont déjà très experts, etc. Donc, ouais, c'est toujours un peu difficile dans ce cadre-là de mettre le curseur. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de balayer les enjeux, la problématique, et puis de prendre le temps sur les manières d'agir, surtout. Et donc, voilà, j'aimerais bien garder du temps pour les questions-réponses, que finalement, c'est souvent ce qu'il y a aussi de plus enrichissant. Donc, voilà. Donc, certaines, donc j'ai mon jeu de slide, mais certaines, je passerai sans doute vite. Et puis on pourrait y revenir après. Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, je veux bien la première slide. Encore une fois, bienvenue à tout le monde et enchantée. Je n'ai pas regardé la liste. J'en connais sans doute certains ou certaines. On verra après. Alors, donc l'idée, voilà, les entreprises face aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc, je veux bien que tu passes la slide après. Donc moi, en 2 minutes, ça, quand même, qui je suis. Donc moi, effectivement, 87-90. Et juste pour marquer un petit peu la ligne directrice spécifique de mon parcours, c'est vrai que à l'ESSEC, j'étais en chaire d'économie urbaine. Et ensuite, j'ai fait un certain nombre de masters, économie de l'environnement, économie de développement. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai commencé à travailler sur ces sujets directement en sortant de l'ESSEC. Vu que dès 91-12, j'étais dans un bureau d'études sur l'environnement. Et donc, voilà, 92, c'était la conférence de Rio. Donc, voilà, j'étais un peu sur le bon timing. Et après, j'ai suivi cette ligne en évoluant sur ce qui était plus. Donc, j'étais plutôt environnement au départ, d'un point de vue marché, on va dire. Ensuite, développement durable. Et ensuite, je me suis, entre guillemets, recentrée sur le climat depuis 2006. Donc, voilà, c'est intéressant de voir toute cette ligne-là, donc où j'ai intervenu soit en bureau d'études, soit en indépendante à différentes échelles. Et donc maintenant, je suis dans le groupe Rambol. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation, mais quand même, c'est important de le citer. Donc, il y a un groupe d'ingénierie, architecture, consulting qui existe depuis 1945 et qui est danois à l'origine, mais qui est implanté maintenant dans 35 pays. Voilà, de manière très succincte. Et après, on pourra reparler après avec certains d'entre vous si intéressés. Voilà, donc ensuite, pour passer sur le vif du sujet, donc je veux bien que tu enchaînes. Donc, juste 2 minutes, voilà, encore une fois, je pense que la plupart de vous sont déjà dans le sujet, mais juste, c'est toujours important quand même de prendre 2 minutes pour bien marquer le scope et qu'il n'y ait pas confusion sur ce dont on parle. Voilà. Donc, je veux bien la slide après. Voilà, avec la fameuse, je ne sais pas si c'est la fameuse, mais je pense que vous avez tous entendu un peu parler de la double approche, éviter l'ingérable, gérer l'inévitable, si ça parle à certains d'entre vous. Je n'ai même pas forcément tracé l'origine, mais je pense que c'était aussi avait été ici dans les rapports du GIEC, cette expression-là. Sachant qu'on est bien sur cette double approche, et double approche en plus à mettre en perspective sur d'autres enjeux. Mais cette double approche, donc l'action climatique, c'est quoi? 2 piliers. L'atténuation, donc qui s'attaque plutôt à réduire les émissions dans une optique d'éviter l'augmentation de température et les conséquences, donc de réduire les aléas, on va dire, d'intervenir sur la composante aléa du risque, on pourrait y revenir. Et l'adaptation, donc qui est plus le sujet du jour, qui est donc gérer l'inévitable, donc bon, avec les événements actuels de chaleur, etc., on entend beaucoup parler de ces sujets, on est d'accord sur ça. Donc, gérer l'inévitable, c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien s'attaquer aux risques, aux impacts potentiels, c'est-à-dire aux risques climatiques. Donc voilà, j'aime bien cette petite figure qui permet un peu d'avoir une vue d'ensemble et qui voit aussi de quoi on parle, les enjeux spécifiques et donc les actions qui sont à enclencher. Et donc, ceci, effectivement, n'empêche que ces actions-là doivent aussi prendre en compte les autres dimensions, les autres enjeux en termes de changements globaux, on va dire,
et que cette notion d'adaptation, pour ne pas être maladaptation, doit aussi être en synergie, cohérence avec l'ensemble des enjeux, et notamment la synergie avec les enjeux de biodiversité, entre autres. Voilà, donc ça c'était un peu une mise en contexte, donc je viens à la slide après. Et donc pour voir plus concrètement de quoi on parle, pardon. Donc là, on utilise en général cette liste qui est une liste longue, on va dire, enfin en tout cas qui est la liste la plus complète en termes d'aléas climatiques, donc qui sont un peu le point d'entrée de toutes nos analyses et préoccupations. Donc des aléas qui peuvent être soit graduels, donc une augmentation progressive, notamment en température, soit extrêmes. Ça, c'est un petit peu tous les catastrophes, on va dire, risques naturels extrêmes. Et donc ce tableau de la taxonomie européenne apporte une classification qui est un bon point d'entrée. Donc après, il s'agit de prioriser. On parlera de l'aspect priorisation après, mais de prioriser pour se centrer effectivement sur l'échelle concernée, si c'est une entreprise, un site, un territoire, sur les plus pertinents. Donc ça, c'était un peu pour cet aspect aussi mise en contexte et lien avec taxonomie et les cadres méthodologiques qui sont en vigueur actuellement, avec cette notion de différents scénarios climatiques en lien avec les rapports qui ont été préparés par le GIEC. On n'y reviendra pas en détail aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais voilà, ça pose le contexte. Donc voilà pour cet aspect mise en contexte. Donc en plus, voilà. Donc ensuite, donc, quand on s'intéresse, quand on passe au point de vue entreprise, parce que ces enjeux, effectivement, enjeux globaux, différentes échelles, locales, globales, territoire, collectivité. Bon. Mais l'entrée entreprise devient de plus en plus importante, et je veux dire même nous à notre niveau. Donc je veux bien que tu passes slide après. Nous, d'une perspective bureau d'études, autant jusqu'à présent, on était quand même beaucoup plus sollicité par les acteurs publics à différentes échelles. Autant, on va dire que ça fait 2-3 ans qu'il y a une vraie demande. Alors, les grands groupes étaient déjà sur ce sujet depuis longtemps, bien entendu, parce qu'on est dans une approche, une démarche de gestion des risques, de manière générale. Mais voilà, on sent une dynamisation, on va dire, de la demande depuis 2-3 ans, pour différentes raisons, on va y revenir. Alors, sans l'idée, bon, c'est toujours pareil, de faire le tour de toutes les conséquences, de tous les. Bon. Donc, sans aller trop loin et mettre plein de chiffres dans tous les sens, juste pareil, cet aspect un peu mettre en avant les enjeux, parce que c'est là, globalement, c'est aussi notamment ce qui motive la prise en compte par l'entreprise, c'est les enjeux financiers. Donc, on parle de coûts. Et bon, je ne sais pas si vous avez suivi aussi un certain nombre de. Bon, des rapports sortent un peu tous les jours sur ces sujets, mais sur la notion de coût, évaluation des coûts, c'est vrai que les assureurs et les acteurs du secteur assurantiel sont particulièrement bien placés pour avoir cette évaluation. Donc, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été publiés les dernières années, notamment sur le risque retrait-gonflement des argiles, qui sont très intéressants. Et donc là, on a eu, donc je crois que c'était dans le cadre de la journée, la réunion annuelle de la Caisse centrale de réassurance, donc un certain nombre de discours et de messages qui ont été passés. Et moi, je trouve ça intéressant de noter cette phrase en tant que telle, estimer une hausse de 40% de la fréquence des sinistres d'ici 2050, donc avec les conséquences derrière. Donc on est sur une vraie prise en compte et préoccupation par les acteurs qui sont au cœur du sujet. Donc voilà un peu une sorte de aussi un peu contexte, chiffre clé qui donne un peu certains ordres de grandeur, même si à chaque fois quand on envoie des chiffres comme ça, il faudrait pouvoir décrypter, analyser, voir tout le contenu exact de chacun des chiffres, mais bon, ça donne une idée, et non seulement de l'importance, mais l'importance de l'évolution attendue, une accélération attendue, et aussi je vous ai mis aussi cet exemple que je trouve assez intéressant de tous les travaux, et on pourrait revenir aussi sur l'aspect un peu outil méthode, tous les travaux en termes de prospective, de simulation, de scénario, et donc à différentes échelles aussi. Donc ça, c'est voilà, une inondation à Marseille, mais on a aussi un nombre de scénarios qui peuvent être déclinés, appliqués à l'échelle d'une entreprise, d'une chaîne de valeur. Donc tous ces travaux-là qui apportent beaucoup de matière, il faut aussi arriver à naviguer, on pourrait revenir entre tous ces éléments qui parlent, enfin, qui sont parfois sur différents périmètres, différents paramétrages, donc qui ne sont pas toujours évidents à manier derrière. Donc, hop, je mets un slide après, merci.
Et je ne reviendrai pas aussi, parce que ça c'est pareil, ça a été largement débattu, médiatisé, voilà. Donc c'est pas l'idée aujourd'hui de rentrer dans tous les scénarios et enfin, l'état des lieux sur ce sujet-là, mais bon voilà, l'information importante, on peut y revenir et c'est aussi soumis à débat. Mais qui a été largement médiatisé, de ce fameux seuil de 1,5 degré, qui donc était l'engagement Accord de Paris, mais un engagement, on peut y revenir aussi, qui n'est pas soumis à sanction, hein, donc c'est un engagement politique de l'ensemble des partis signataires. Et a priori, donc on n'avance pas vraiment dans la bonne direction, en tout cas pas assez vite. Et donc ce seuil qui est a priori déjà franchi, avec le budget carbone qui nous reste, on va dire que sur les 3 prochaines années. Donc malheureusement, ce sujet, bon, moi j'ai commencé à travailler sur l'adaptation en 2006, avec le premier plan d'adaptation en France. À l'époque, ouais, la plupart des gens ne voyaient pas trop l'intérêt que de travailler sur ça. Malheureusement, maintenant, ça devient un peu plus d'actualité, intéressant pour tous les acteurs. Donc voilà, ça aussi, une mise en contexte, où on en est maintenant et donc pourquoi agir de manière générale et plus spécialement pour les entreprises. Je crois que c'est là où on arrive sur après. Donc une préoccupation ça fait déjà plusieurs années, au moins ça doit faire au moins 4-5 ans, voire plus, que dans tous les travaux du World Economic Forum et donc ces rapports qui sortent chaque année sur les risques globaux, cette enquête de perception qui est fait auprès de la plupart enfin, qui est fait auprès des entreprises, enfin, la préoccupation en termes de risque climatique et celui d'une biodiversité aussi, qui de plus en plus prennent les premiers rangs, alors qu'ils ne sont pas forcément là en immédiat, enfin encore que là on est aussi sur la préoccupation immédiate sur les 2 ans qui viennent, mais de manière générale, dans les 10 ans qui viennent, ça, c'est dans les priorités des préoccupations affichées par les acteurs économiques. Voilà, donc je vais laisser après. Alors, au-delà des grands, on va dire un peu des grands discours, des grands chiffres, des grands scénarios, ce qui est surtout important, c'est de concrètement, qu'est-ce que ça donne, parce que c'est bien ça l'idée, et c'est bien là-dessus qu'il faut travailler, que ce soit en analyse ou en action derrière. Donc cette série d'exemples-là est assez parlante. Donc là, voilà, déjà si on se focalise sur les infras, donc avec les différents types d'aléas, donc chaleur, glissement de terrain, inondation, voilà, différents aléas qui peuvent être la cause de ces dommages-là. Donc à la fois, il y a des éléments qui peuvent paraître intuitifs, du type inondation, destruction, voilà. Mais après, toutes les évolutions un peu plus subtiles, on va dire, qui nécessitent une analyse très fine, ne serait-ce qu'en termes de matériaux, de seuil de résistance, de référentiel de construction, enfin tous ces éléments-là. Et c'est bien là, dans cette dynamique-là et dans ces enjeux-là qu'on est, et ce qui bon, malheureusement, on fait des choses intéressantes, hein, c'est-à-dire que ça amène à éventuellement revisiter l'ensemble des standards éventuellement et enfin, des spécifications techniques actuellement utilisées. Donc les soulèvements de route, assez typiques, les destructions de routes, glissements de terrain, ça devient aussi une préoccupation qu'on voit de plus en plus régulièrement. Rails, effondrement de ponts, fonte de câbles, donc l'aspect fonctionnement des usines, notamment en secteur énergétique, avec le besoin de refroidissement, le besoin d'utilisation en eau, donc certaines restrictions qui peuvent être imposées à certains moments. Et le phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui est de plus en plus aussi médiatisé et qui a une préoccupation très très forte et qui est vraiment mise en avant par les assureurs, avec quand on voit les cartes d'exposition possible et de sensibilité à ce risque, on voit l'ensemble du territoire petit à petit dans les années qui viennent qui est couvert, donc qui est lié à cette modification des altérations, enfin d'articulation entre sécheresse donc sécheresse du sol et phénomène de précipitation, donc qui est un phénomène assez complexe à évaluer, mais qui donne lieu de plus en plus maintenant à une meilleure compréhension et une meilleure évaluation.
Donc voilà un peu un balayage de certain nombre de dommages possibles. Donc dommages, ça veut dire des coûts pour l'entreprise. Et ça demande, non, c'est bon, avancé. Et ça demande des actions derrière. Voilà, fait l'ensemble du déroulé avec un périmètre qui est aussi relativement complexe. Sachant que là, finalement, quand on parlait d'infrastructure, on parlait d'un élément, s'intéresser à un système ou un système, enfin en tout cas, un, oui, on va dire un système localisé, identifié, sur lequel on peut travailler en termes de projection, d'analyse détaillée, approfondie, etc. Mais quand on s'intéresse, quand on a un point de vue entreprise, donc entreprise, que ce soit une facilité ou un ensemble d'établissements en France, en Europe, dans le monde, l'aspect impact changement climatique et donc risque climatique, bon, ça peut être au niveau des opérations même, sur un site donné, c'est assez focalisé, on peut partir de cette analyse-là, mais le fonctionnement forcément de l'entreprise dépend aussi de la chaîne des valeurs amont et aval. Donc s'intéresser à la notion de risque climatique pour le fonctionnement d'une entreprise, c'est considérer l'ensemble de cette chaîne. Donc ce qui complexifie nettement le travail. Donc on va voir ce qui demande un peu des outils et des méthodes un petit spécifiques et notamment itératives, notation avec une idée de priorisation, de manière à rendre l'exercice faisable et gérable dans le temps. On y reviendra. Mais voilà, quelques exemples d'éléments clés de risques potentiels à prendre en compte avec effectivement la chaîne de valeur, donc possibilité, on le voit aussi, ça peut être aussi créé sur d'autres types de problématiques, notamment géopolitiques. Donc encore une fois, on est dans une approche gestion des risques. Mais pénurie de matériaux, les coûts d'approvisionnement, on est vraiment sur cette besoin enfin, cette nécessité de prendre en compte. Et également ensuite pour distribution, transport, aval, etc. Voilà, donc je veux bien que tu avances, mais c'est vrai qu'il faut que je me dépêche un peu plus. Voilà. Et simplement aussi, bien remettre en, comme on disait tout à l'heure, quand on s'intéresse au risque climatique, c'est dans une certaine logique, dans une synergie, dans une interaction, une articulation avec d'autres types de risques et dans une et du point de vue de l'entreprise, dans une optique un peu stratégie, trajectoire, c'est une trajectoire, c'est un des éléments de la trajectoire de transition climatique. Donc là, on s'occupe, nous, des risques physiques. À côté, il y a les risques de transition et puis il y a les aspects aussi donc, liés à l'atténuation. Donc c'est une logique d'ensemble qu'il faut avoir et avoir cette approche systémique. Voilà, donc je veux bien que là, on va rentrer plus sur, oui, leur manière, je regarde juste, ok. Pour avancer un peu plus vite, donc pareil, toujours un peu, on peut sortir tous les chiffres de toutes les conséquences, toutes les évaluations qui ont été faites, c'est juste pour mettre en avant que c'est significatif, et encore, c'est ces évaluations qui sont faites selon l'échéance, si on parle de 10, 20, 30 ans, fin du siècle, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses aussi, comment sont calculées, quel est le taux de discounting qu'on prend en compte, voilà. Un certain nombre d'éléments encore qui restent un peu flous, donc on n'a pas une évaluation très encore figée, mais un certain nombre d'évaluations qui sortent et qui viennent du monde financier, donc qui mettent en évidence l'importance de se poser la question et d'avoir ces évaluations-là, on pourrait y revenir, et un certain nombre de retours d'expérience sur le risque de perturbation, voire d'arrêt des activités, donc qui, du coup, par définition, on va avoir des coûts significatifs pour l'entreprise. Donc là, un exemple enfin déjà quelque part d'adaptation BASF qui réfléchit à des barges avec des profondeurs différentes pour pouvoir pallier à des hauteurs d'eau difficilement navigables avec des outils normaux, on va dire. Ensuite, s'il te plaît. Et donc, pour faire le lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, non seulement c'est un endroit particulier du fonctionnement d'entreprise, mais la réflexion doit porter sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donc anticiper et gérer l'ensemble des risques qui peuvent porter sur les fournisseurs les plus importants qui vont être critiques pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc, cette vision globale à avoir. Voilà. Et donc, quelque part, on a assez souvent ces retours sur impact d'événements extrêmes, sur je pense les fonctionnements d'opérations, etc. Mais c'est aussi l'ensemble des composantes de l'entreprise qui peut être touché, et notamment cette notion de santé. Alors on entend, voilà, particulièrement d'actualité, tous les commentaires en ce moment sur l'aspect conséquences canicule, mais c'est aussi, d'un point de vue entreprise et d'un point de vue
sécurisation, on va dire, du fonctionnement. Donc l'aspect santé et santé au travail est aussi un des éléments clés. Donc ça fait un certain nombre d'années que ce sujet est en cours et commence à se formaliser. Avec une réglementation qui petit à petit intègre l'aspect canicule comme une raison d'arrêt de travail, comme aussi une raison d'assurance par arrêt de travail. Donc c'est quelque chose qui finalement avance bien dans ce sens-là, sachant que alors je ne sais plus exactement le ratio, mais que plus 1 degré représentait plus 15% d'accidents de travail. Bon, c'est pas ça, le ratio, ne le prenez pas en tant que tel, mais en tout cas, ce type de calcul commence à être évalué pour pouvoir aussi quelque part chiffrer le risque et, et, et calibrer les interventions derrière. Hop, voilà, ensuite. Donc tout ça, donc c'est cette prise en compte, ces différentes raisons d'agir, surtout effectivement, quelque part, tout va après se traduire en coûts, en conséquences financières pour l'entreprise, mais voilà, c'est aussi des points d'entrée aussi réputationnels, de business model, et tout ça s'inscrit dans un cadre réglementaire, en évolution. On ne reviendra pas forcément sur, ça sera un sujet à part entière de parler de la CSRD, mais bon, c'est des incitations en tout cas qui viennent de ce cadre réglementaire, des outils, des référentiels qui se mettent en place. Moi, quand j'ai commencé, même ce côté entreprise, une dizaine d'années, il y avait encore très peu d'outils et des référentiels. Donc là, le paysage qui est en train de se structurer, des normes ISO aussi, donc la série norme ISO 14092 qui cible le plus l'adaptation, la taxonomie européenne. Donc voilà, cet ensemble moi j'appelle ça référentiel, y compris d'outils qui se mettent en place et qui permettent d'avancer de manière aussi, dire, informée, justifiée, mesurable, suivie. Donc ça, je trouve ça important de mettre ça en avant. Et en France, une motivation plus ciblée aussi, avec donc le PNAC, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, qui a été publié en début d'année, et donc qui a un certain nombre de recommandations d'actions, dont certaines vont se traduire sous forme réglementaire ou pas, il y a un peu tous les cas de figure, mais qui devient voilà, qui est aussi la référence clé pour les acteurs en France. Donc je veux bien que tu passes celle d'après. Et dont certaines recommandations, obligations, enfin en tout cas certaines des mesures qui sont listées, je ne sais plus combien il y en a, en tout cas plus d'une centaine, certaines qui sont plus directement pertinentes pour les entreprises. Alors c'est important, on y reviendra un peu tout à l'heure, c'est important je regarde l'heure, d'insister sur le fait qu'on a une particularité en France, alors, qui est un bon outil, mais qui n'est pas forcément simple à gérer, on peut en reparler. C'est que voilà, le gouvernement a défini, a pris le choix, dans une optique un peu de simplification, de comparabilité, enfin d'avoir tous les mêmes référentiels aussi, a pris le choix de définir un scénario climatique commun, donc une trajectoire de référence sur l'adaptation au changement climatique. Donc la fameuse trajectoire 4 degrés fin du siècle, donc 4 degrés France, c'est-à-dire sur une hypothèse de 3 degrés de réchauffement global. Donc on peut y revenir, donc au moins ça permet d'avoir on parle tous de la même chose. Bon, après en pratique, voilà. Donc un exemple et donc la mise à disposition pour tous les acteurs de tous les indicateurs qui sont projetés sur cette base-là via les portails Météo France, NRIAS. Donc c'est très particulier en France, hein. Je suis même pas sûre que d'autres pays soient allés pour le moment jusqu'à formaliser ça. Il y a des réflexions au niveau européen, et pour le moment c'est valable en France. Et voilà, un certain nombre de recommandations, obligations, mais pas vraiment obligatoires pour le moment, enfin, qui sont en train de s'inscrire ou non dans des documents réglementaires. Mais pour le moment, on est encore à ce stade-là, donc ça reste encore ouvert. Mais bon, en tout cas, pour revenir par rapport à l'aspect chaleur, santé au travail, cette notion de conditions de travail et changement climatique, notamment, est ciblée en tant que telle, donc dans l'axe numéro 5. Voilà, donc ensuite, voilà, je me dépêche un peu, parce que l'idée, je voulais prendre quand même le temps de balayer un peu les différents points d'entrée, différentes manières d'agir, et surtout pour avoir le temps d'en parler avec vous. Donc ensuite, ça veut dire quoi pour une entreprise? S'intéresser au sujet, donc adaptation
résilience, on pourrait aussi parler de la différence des deux termes. Donc, de manière aussi alors pareil, hein, selon si certains d'entre vous sont déjà bien au sujet et pas de surprise, hein, mais c'est toujours c'est important d'insister parce que c'est quand même le socle, le socle de départ de tout travail sur le sujet. Bon. Et d'être sûr de parler de la même chose. Donc, notion de risque climatique, donc qui est basée sur les rapports, enfin le cadre conceptuel qui a été élaboré par le GIEC au fur et à mesure de ces différents rapports, hein, donc, notamment les derniers rapports 5 et 6 et le 7e est en préparation. Donc cette définition du risque climatique qui, au-delà de l'aléa, donc le risque climatique, c'est pas juste canicule ou inondation, le risque climatique, c'est les conséquences, donc plutôt les impacts au final. Donc les risques climatiques, c'est cette combinaison d'aléas. On a vu tout à l'heure avec notamment un peu ce panneau, enfin cette taxonomie, enfin cette classification en fait, pas la taxonomie européenne, mais c'est cette combinaison aléas, exposition, donc qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce qui est soumis à ces aléas, et la notion de vulnérabilité, c'est-à-dire quelles sont les composantes, les attributs du système considéré qui vont faire que, pour un aléa donné, les conséquences vont être plus ou moins graves, que ce soit en termes de coûts, de conséquences sur la population, sur la biodiversité, enfin sur l'environnement. Donc voilà, il y a bien ces différentes dimensions à prendre en compte et c'est vraiment important parce qu'on est encore un peu en train de naviguer entre ces différents concepts, donc parfois il y a certaines confusions, etc. Et l'enjeu, il est vraiment là. Parce que, OK, on va revenir après. Bon, on peut avoir celle d'après. La notion d'aléa, c'est le point d'entrée parce que c'est faire un peu comprendre vers quoi on va en termes de paramètres, enfin de projection climatique, mais c'est pas ce qui permet de se rendre compte de vraiment qu'est-ce qu'on fait derrière. Pour comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre les dommages potentiels et donc c'est une analyse complémentaire approfondie qui est nécessaire. Donc je veux bien que tu continues. Donc juste, je fais quand même un peu de pub tant qu'à faire. Enfin, en tout cas, je mets en avant notre approche, qui est une parmi d'autres, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a de toute façon, globalement, un peu, justement, c'est trois, on pourra en rajouter, mais à ce stade, un peu trois grandes étapes. De manière assez logique, il y a justement cette notion de screening des aléas climatiques, donc de faire un état des lieux clé, enfin, une analyse approfondie de la situation actuelle en termes d'exposition face aux aléas climatiques. Donc, encore une fois, selon ce qu'on considère comme système, ça va être un territoire, une entreprise, un site, une maison, une personne, enfin, toutes les entrées sont possibles. Donc, faire une analyse détaillée de l'exposition aux aléas et de faire donc les projections sur des paramètres qui sont à définir. Alors, effectivement, selon où on se situe et selon les pratiques en cours, ça peut changer. Donc en France, on a cette particularité d'avoir à faire des projections sur base de la trajectoire nationale. Okay, mais dans d'autres pays, ça va être d'autres référentiels, donc en fonction de ce qui est demandé. Et si on est sur une approche CSRD, taxonomie, on va être sur les scénarios type RCP ou SSP du GIEC. Voilà. Donc cette analyse qui est le point d'entrée, c'est logique, qui pose un peu les enjeux du problème. Et ensuite, pour comprendre vraiment, pour une entreprise ou pour un système donné, ce qui est les risques, donc les impacts potentiels, là, besoin d'une analyse très détaillée qui prenne en compte l'ensemble du fonctionnement et donc les points de fragilité du système par rapport aux aléas considérés. L'idée étant bien, en final, de définir un plan d'action et de suivre un plan d'action pour réduire, anticiper et réduire les impacts potentiels. C'est bien ça l'objectif au final. Voilà, donc je veux bien la slide d'après. Donc juste pour mettre aussi un peu en perspective et en fait, on peut parler de périmètres différents quand on vient du point de vue entreprise. Donc voilà, on peut s'intéresser juste à un site, une facilité, où on peut être avec un certain nombre de sites partout dans le monde, où ça peut être aussi un fonds qui gère un certain nombre d'actifs dans le monde. Donc, voilà, cette notion, le périmètre peut être très large. Donc, forcément, en fonction, l'approche va être adaptée avec une approche, une nécessaire priorisation, de toute façon,
donc que ce soit aux différentes échelles, donc priorisation, donc identifier, là on revient un peu sur la notion de, on boucle avec la notion de matérialité, hein, donc identifier les enjeux les plus matériels pour se focaliser sur, sur ce qui est principalement, enfin, les problèmes principaux à régler. Et donc, c'est sur ceci qu'on peut faire une analyse détaillée. Donc, cette approche un petit peu par entonnoir pour permettre d'avoir une analyse directement opérationnelle ensuite. Hop, passer plus vite. Plus vite, voilà. Bon, ça, c'est juste nous, on a un outil interne, d'autres outils existent. Voilà. On est aussi, notamment avec Sacramé, qui fait aussi beaucoup de production sur ce thème-là. Donc, nous, on a cet outil spécifique qui permet d'avoir un screening de l'ensemble des sites partout dans le monde à partir d'un point de localisation et qui permet de sortir assez rapidement une vision détaillée des indicateurs climat et qui sont compatibles avec la taxonomie européenne. Voilà, ça, c'est le point d'entrée, la première étape. Dans les outils clés, étapes clés sur lesquelles moi j'aime bien insister, il y a l'outil qui s'appelle Acte Adaptation, qui n'est pas un outil de diagnostic en tant que tel, enfin, diagnostic risque, mais qui est un support d'analyse de maturité, d'état des lieux, de où en est l'entreprise en termes de politique, d'action, d'analyse, de fonctionnement, et qui permet d'avoir une sorte de tableau de bord, du coup, comparable et qui peut être suivi dans le temps. Avec tout un système de notes qui est vraiment intéressant parce que comment dire, chaque scoring, au niveau de chaque indicateur, chaque niveau de scoring est expliqué et objectivé. Donc, ça permet d'avoir vraiment un tableau de bord opérationnel et qui peut être suivi dans le temps. Voilà, donc ça, c'est un outil c'est un peu dans les outils de démarrage, un peu état des lieux. Et ensuite, donc cette notion d'aléa, donc différents outils existent. Donc nous, on a notre outil qui est applicable à l'échelle mondiale avec des entrées de localisation et qui permet de sortir ces projections-là. Donc là, c'est plutôt sur les scénarios SSP, par exemple, du GIEC. Et je mets celle d'après. On va passer rapidement parce que j'ai déjà parlé de ça. Celle d'après. Donc, et après, voilà, quand on est en France, on a encore une fois cette particularité de la trajectoire track. Donc là, des outils qui permettent de sortir directement par rapport aux données Météo France DRIAS, d'avoir aussi ces projections sur les différents paramètres. On va passer rapidement. Hop. Voilà, dans les différents aussi outils, méthodologies, ben, ceux qui sont dans le secteur aussi connaissent bien. Il y a cette méthodologie OCARA qui a été publiée il y a quelques années et qui permet, qui apporte un support qui est après à customiser, si on peut dire, qui apporte un support pour décomposer quelque part la chaîne de valeur en un ensemble de processus, on va dire ensemble d'activités, et donc qui permet aussi par itération, petit à petit, en priorisant les processus les plus critiques et donc après d'analyser en détail pour chacun des processus la vulnérabilité et arriver petit à petit à caractériser les risques les plus importants, les risques plus matériels pour l'entreprise. Hop, donc bien celle d'après. Voilà, l'idée étant bien, toute cette étape d'analyse, comme on a vu, c'est vraiment une étape par itération, avec ces notions effectivement aussi de priorisation, de se focaliser sur les points les plus critiques d'un système, donc une entreprise donnée, avec cette idée, en gros, l'idée, c'est bien sécuriser le fonctionnement et quelque part réduire les conséquences financières. Globalement, ça reste un peu ça. Si on avait qu'un indicateur, au final, ce serait quand même ces éléments-là. Et donc, cette étape, comme on disait tout à l'heure, au-delà de l'aspect, avoir des projections, etc., pour comprendre vraiment les impacts potentiels sur un système donné, c'est là où, quelque part, c'est l'analyse, on va dire, la plus longue et la plus... qui peut être fait à différents niveaux d'approfondissement. Mais par rapport à cette entrée processus et cette analyse processus aléa au niveau entreprise, donc les plus critiques, aller le plus loin possible pour comprendre quels sont les différents points de vulnérabilité. Mais donc, voilà, est-ce qu'on d'aller jusqu'au, pareil, quand on parlait tout à l'heure de la fonte des câbles, etc., d'arriver à identifier le seuil de température à partir duquel il y aura une fonte de câble, un risque de fonte de câble. Typiquement,
Donc ça, c'est un des éléments clés. Donc, soit toute cette réflexion très fine qui peut demander des niveaux enfin, le curseur peut être différent, donc c'est là où on peut intervenir, on peut aller jusqu'à un travail de modélisation aussi en mettant certains paramètres climat pour voir les réactions d'un système donné et donc voilà, petit à petit calibrer les types d'interventions possibles. Donc c'est cette étape-là qui est vraiment particulièrement clé et qui demande une analyse très, très spécifique, très liée à l'activité, très liée au lieu, pour comprendre, pour calibrer vraiment les risques et derrière identifier et prioriser les actions qui sont à mettre en place. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres avec cette notion, globalement, l'idée étant quelque part d'aller vers un scoring et vers une cartographie des risques dans une approche un peu classique de gestion des risques, hein. Donc cartographie des risques et pouvoir prioriser après les actions et les identifier et les planifier dans le temps aussi également. Voilà, donc je veux bien continuer. Voilà, l'idée étant après d'aller vers voilà, ces définitions d'action, d'identification de levier d'adaptation. Donc, c'est un outil important dans toute cette réflexion-là aussi, c'est bien la prise en compte, donc et la compréhension du fonctionnement de l'entreprise pour vraiment caractériser les impacts potentiels, y compris en termes de seuil éventuel. Et cette notion de retour d'expérience. Donc, une des matières les plus riches dans ce travail-là, c'est d'aller chercher dans la documentation de l'entreprise par rapport aux événements passés, d'aller voir ce qui s'est passé, à quel moment il s'est passé quelque chose, sous quelles conditions, quelles ont été les réactions. Donc, cette matière est toute la documentation, voilà, retour d'expérience d'événements passés qui est clé à analyser, d'une part pour comprendre les impacts potentiels, d'autre part pour identifier là où il est possible d'agir. Donc je dis là parce que notamment aussi dans cette dynamique de proposition d'action d'adaptation, il y a tout ce travail-là qui est à faire. Et aussi avec une mise en perspective. Donc selon les secteurs, il y a plus ou moins d'études, plus ou moins d'éléments, mais forcément cette notion de parangonnage, de benchmark par rapport au secteur, d'aller chercher des retours de bonnes pratiques, parce que depuis quand même quelques années, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, d'être en capacité d'aller repérer des bonnes pratiques et les identifier pour en voir la pertinence par rapport au cas étudié. Et donc, sur tous les secteurs, on va trouver, enfin, moi, je me souviens, j'avais travaillé plutôt sur secteur transport et il y avait eu des études super intéressantes, mais qui avaient été faites, qui étaient aux États-Unis. C'était aux États-Unis où il y avait eu tout un travail fait, parce qu'il y avait une fédération qui avait pris le sujet en main. Et c'est souvent aussi par les fédérations professionnelles qu'il y a aussi pas mal de travaux, justement, un peu sectoriels qui sont faits avec des guides, des retours d'expérience pour prendre en compte les spécificités d'un secteur. Donc, sur le secteur aviation, aussi aéroport, il y a des guides qui ont été publiés il y a 2 ans. Enfin, chaque secteur commence petit à petit à publier ces éléments qui permet aussi de se calibrer en termes d'actions possibles et puis de mutualiser tant qu'à faire aussi les retours. Voilà, donc cette idée il y a après 2 niveaux sur l'aspect se donner les moyens d'agir, donc identifier un certain nombre d'actions possibles, ça c'est une chose, en prenant bien la mesure pareil, au sens d'adaptation, enfin en tout cas de synergie ou de compatibilité avec les autres objectifs et les autres préoccupations de l'entreprise. Voilà, typiquement, effectivement, avec l'aspect atténuation, c'est une chose, avec l'aspect biodiversité, mais avec un certain nombre et puis globalement avec la stratégie de l'entreprise de manière générale. Donc ce travail-là qui est aussi un peu un travail itératif et qui est l'élément clé pour après intégrer ça dans la stratégie d'entreprise. Bon, après, il y a une première étape d'un certain nombre d'actions et puis après, l'étape finale, c'est de les intégrer dans un plan pluriannuel et qui peut être décliné en fonction des niveaux d'ambition d'entreprise. Si on veut aller jusqu'à une remise en cause du business model, voilà, il y a certaines actions qui peuvent être mises en avant, qui ne seront pas forcément. Donc voilà, une notion aussi un peu de différentes trajectoires possibles. Et bon, sans rentrer aussi là, je ne vais pas forcément insister sur ça aussi, mais un des outils, un des éléments pour mettre tout ça en perspective, on entend aussi beaucoup ça en ce moment, c'est la notion de narratif et de récit. Donc transformer tous ces plans d'action en OK, il y a un narratif
du tendanciel, hein, du business as usual, et un narratif du désirable, et voilà, comment les actions identifiées permettent d'aller de l'un à l'autre. Voilà, donc je prends juste encore quelques minutes pour présenter un exemple. Enfin, hop. Donc un exemple, donc nous on a travaillé sur le port de Bordeaux, donc une entreprise un peu particulière, hein, c'est entreprise territoire, mais ça a le mérite notamment de couvrir justement tous les différents enjeux, donc de manière très, très générique. Donc à la fois c'est quelque part une entreprise localisée, à la fois c'est 7 terminaux différents. Donc on a travaillé avec eux pour justement à la fois avoir une analyse globale et avoir des zooms, déclinaisons sur chacun des sites pour prendre les spécificités des sites. Et donc, cette approche-là, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est aussi dans la dynamique induite par le plan d'adaptation, puisque l'idée, c'est le plan d'adaptation, notamment les entreprises on va dire, critiques pour le fonctionnement France, notamment transport, énergie, etc., doivent produire un plan d'adaptation, enfin, doivent analyser les risques et produire un plan d'adaptation. Et cette réflexion-là se situe dans le cadre de la révision du projet stratégique, donc en plus une logique stratégique qui donne d'autant plus d'importance à l'exercice. Donc ça, c'est le contexte. Je veux bien que tu fasses celle d'après. Et donc très rapidement finir, c'est juste quelque part une illustration de ce que j'ai présenté avant, cette analyse en différentes étapes basée sur les processus avec une analyse projection, cartographie des aléas, on va dire, et puis en priorisant les processus, une analyse détaillée en termes de vulnérabilité, matrice de risque, tout ça étant constitué, enfin intégré, je veux dire une sorte de boîte à outils qui permettent après à l'équipe d'avoir la main sur, parce que aussi, c'est pas forcément insister, mais forcément, c'est tout ce qui va être produit à un instant T pour un vrai pilotage d'entreprise devrait être actualisé, actualisable régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances, de l'évolution de ce qui a été mis en place. Donc, cette notion d'avoir un outil aussi qui soit dont l'équipe dispose et qui puisse être actualisable au fur et à mesure et donc utilisé comme outil de pilotage. Donc, ces différentes étapes, voilà, juste une illustration, mais je vais essayer du temps pour la question, donc je passe après. Un certain nombre de risques prioritaires, enfin d'aléas prioritaires identifiés qui ont justement été analysés après en détail par rapport aux spécificités du fonctionnement de chacun des sites. Hein. Donc ça, voilà, une vision d'ensemble sur un peu les visions clés. Pardon. Et, oui. Et donc après, la traduction sous forme de levier d'adaptation potentiel. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Donc après, ça demande forcément une analyse complémentaire par rapport à l'intégration dans les documents stratégiques et opérationnels du port. Donc voilà une illustration de ce que j'ai montré tout à l'heure comme étape d'étude. Voilà, donc ça c'est un exemple. Après, je vous ai mis aussi, voilà, il y a un certain nombre de guides, de recueils d'expériences qui sont publiés depuis 3 ans. Et l'ADEME est assez leader, ce qui est logique un peu sur ce thème-là. Donc l'ADEME a publié un certain nombre de rapports ciblant les entreprises. Et donc celui-là conseille celui-là qui est assez intéressant, qui est vraiment sur l'aspect des témoignages, retours d'expérience. Donc, vous voyez un peu les entreprises qui ont été analysées. Et donc, ce document qui est téléchargeable en ligne et qui donne justement des exemples concrets sur des problématiques très diverses et avec les différents types d'actions, différents niveaux. Donc, voilà, ça c'est hop, et on arrive au bout. Donc, juste pour conclure, je vous ai mis la vision d'ensemble fiche synthétique de notre approche et un élément complémentaire sur la slide après où donc les soutiens financiers, alors un certain nombre de dispositifs qui sont en train d'être mis en place et d'être réorganisés aussi actuellement. Mais voilà, je mets cet élément-là parce que pour le coup, en soutien plus directement actionnable, on va dire, il y a un dispositif qui a été mis en place par la BPI, qui a un certain nombre de dispositifs sur tous les sujets, mais voilà, sur l'aspect adaptation, un dispositif DIAG adaptation qui est opérationnel depuis peu, en fait, depuis un mois,
qui cible les PME et les ETI pour des sites de moins de 500 personnes. Et donc, à l'échelle du site, peut être demandé enfin, on peut être éligible à ce soutien-là. Donc, en fait, c'est une méthode qui est calibrée. Et donc, il y a un dispositif qui peut être fait sur 6 mois avec un prix fixe à 6 000 euros qui est subventionné à 3 000 euros par la BPI. Donc, c'est aussi de la pub sur ce dispositif. Mais voilà, en tout cas, ça fait un dispositif directement là actionnable pour les entreprises concernées. Donc, qui est assez intéressant dans le sens où aussi il y a quelque part une méthode calibrée commune. Donc, ça permettra aussi de retour d'expérience entre les différentes entreprises qui ont utilisé ce dispositif. Donc voilà, donc 13h17, je crois que c'est le bon timing. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, pour l'instant, on a uniquement une question. Alors, je vais te la donner. C'est quel est le rôle des assureurs dans le risque climatique? Ils proposent des outils pour les entreprises, mais sont juges et parties dans l'analyse, non? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Pardon, le rôle des assureurs dans le changement climatique. Il y a toute une réflexion sur le refonte du système CatNat, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Donc, quelque part, ça, c'est au niveau national, au niveau de l'ensemble du dispositif assurantiel, c'est une chose. Après, oui, effectivement, les assureurs interviennent via le dispositif assurance et il peut y avoir renégociation des primes d'assurance et on voit que c'est notamment dans les impacts potentiels cet aspect-là en fonction des diagnostics de risque et qui vont être de plus en plus demandés. Peuvent être mis en cause le montant des primes d'assurance, voire l'assurabilité, on l'a vu sur certains territoires. Donc ça, c'est le rôle en tant qu'assureur. Et effectivement, il y a aussi un développement d'offres d'accompagnement qui est fait par les assureurs sur des filiales dédiées. Alors, ça, c'est pas quelque part, je sais pas à moi de répondre sur cette question-là. Donc, en tout cas, comment dire, enfin, un jeu d'acteurs qui est en train aussi de se redéfinir et de se réorganiser effectivement clairement actuellement. Merci beaucoup. Les actuaires britanniques avec l'université d'Exeter disent que tous les modèles sont faux et que le PIB mondial pourrait s'effondrer de 10 à 50% d'ici la fin du siècle. Comment s'adapte-t-on à ça? Enfin, je pense que la question est claire qu'on ne s'adapte pas à ça. Enfin, voilà, c'est justement se motiver pour pas en arriver là. Et c'est vrai que ces réflexions sur alors, je trouvais ça intéressant qu'il y ait ces publications-là, parce qu'à un moment donné, on était plutôt les évaluations qui se faisaient un peu au fil de l'eau, quelque part en disant, bon, voilà, on va perdre 2 à 3% du PIB d'ici la fin du siècle. Bon, ça ne correspond tellement pas à prendre en compte la mesure des risques possibles, parce que voilà, l'évaluation, enfin, les chiffres qui ont été donnés là, c'est plus dès qu'on commence à s'intéresser à des risques d'irréversibilité, effectivement, et d'effets cascades, dominos, d'effondrement. Voilà. Donc là, ça montre un peu l'échelle des champs possibles, on va dire. Et comment on s'adapte à 50% du PIB, ça, je n'ai pas de réponse. Mais justement, c'est plutôt l'idée de prendre de la mesure de là où on est maintenant, chacun à notre niveau, et de se donner les moyens de mettre en place des systèmes plus résilients. Après, encore une fois, il y a différentes échelles, donc on ne maîtrise pas. Voilà, on ne peut pas agir à tous les niveaux. Merci, Guylaine. Il y a une Ouais, question. j'avais une question, mais du coup, je vais la poser moi-même. Oui, Je trouve que c'est plus sympa de se oui, parler. tout à fait, tout Ah à bah fait. oui, bonjour Agathe, enchantée, c'est plus sympa comme ça. Ouais. Donc déjà, merci parce que je trouve que c'est hyper clair et intéressant et ça remet Enfin, on sent que tu es une vraie experte et du coup, merci. Moi, je travaille à la Poste où effectivement, on a déjà, c'est pas moi qui m'en occupe à la direction de la RSE, mais il y a déjà un diagnostic qui est assez avancé, etc. Et pour répondre à la question suivante sur par qui c'est porté, nous, en fait, ça a été impulsé les équipes RSE, mais maintenant, on a défini des lots de travaux avec les RH. Tu parlais beaucoup des risques
santé, sécurité au travail, etc. La direction des risques, bien sûr, qui est très impliquée. La direction de la stratégie sur la question de la déformation des business models, etc. Et il m'en manque un, la DFI, je crois, pour les questions financières, je crois. Donc, comme ça, je donne un retour aussi pour la question Ouais, c'est suivante. intéressant. Du coup, c'est vrai que c'est souvent aussi ce qu'on est. Ouais. Et moi, je me posais une question, du coup, mais je ne sais pas si, parce que toi, tu es vachement dans la réalisation des plans, etc. Mais si on dézoome un peu à un niveau macro et stratégie d'entreprise, etc., est-ce qu'on voit qu'il y a des secteurs qui vont être plus touchés d'autres? Enfin, comment ça impacte les business models, justement? Est-ce qu'il y a des secteurs dont on se dit, en fait, là, objectivement, ça ne va pas tenir, d'autres ou qui sont moins impactés enfin, tu vois, est-ce qu'on commence à avoir un peu ce recul avec tous les diagnostics que vous engrangez ou pas encore? Je sais pas si Franchement, ma je question est claire. pense pas que ça soit. Enfin, toi. Moi, je ferai un peu la réponse bête et méchante de dire, mais non, mais c'est pas ça. C'est vraiment chaque secteur va être impacté différemment. Point. Alors, à faire le plus, le moins. Alors, évidemment, si c'est une entreprise service qui a juste 5 personnes dans un bureau, tu vois, et encore, même pas, parce que s'ils dépendent d'un approvisionnement au bout du monde, bon, tout est vraiment. Voilà, je veux dire, il y a des. Peut-être. De manière bête et méchante, oui, l'agriculture, ok, secteur agroalimentaire, directement, moins 15% de productivité, de manière un peu moyenne, ce qui veut tout dire et rien dire, parce que voilà. Bon. Et là où quelque part c'est plus directement, quoi. Là, on voit plus dans cette notion un peu justement de durabilité. Là, on parle direct, c'est direct lié à l'aspect paramètres, parce que météo, quoi, d'une certaine manière, quoi. Voilà. Après, dès que c'est un effet plus complexe, etc. Voilà, parce que si c'est un bâtiment, si c'est le bâtiment qui est plus sensible ou si c'est l'équipement, enfin, j'aurais pas de réponse à à part dire l'agriculture par exemple, et après notion de dépendance aussi aux ressources, l'aspect énergie par rapport aux besoins de refroidissement des usines de production. C'est vraiment tellement, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois qui est un peu la problématique, enfin problématique. Les enjeux est presque plus intéressant justement sur le sujet, c'est que c'est très dépendant Global. localement, enfin, soit localement ou au système, enfin c'est lié à vraiment un fonctionnement spécifique, quoi. Donc c'est ce qui fait l'intérêt et la complexité du truc. Mais donc voilà, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais je pense en tout cas. Mais il n'y a peut-être pas de réponse à cette question. Non, et puis toi, c'est pas forcément. Voilà, faut tous qu'on se pose la question, point. C'est un intérêt de toute façon de se poser la question et ça peut soulever. Ah non, mais parce que moi, en fait, je vais changer de job et je vais partir à la direction de la strat et je me pose la question de comment, dans une stratégie d'un gros groupe, tu intègres cette question en te disant, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dont je me retire complètement? Parce qu'en fait, je sais que… Tu vois, en fait, c'était sous cet angle-là que je posais cette question. Oui. Ou est-ce que, ou à l'inverse, des secteurs où, tu vois, ou d'activités où, à l'inverse, il y a des places à prendre pour soutenir pour accompagner l'adaptation de la société au changement climatique. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas encore avoir la maturité sur ces sujets-là, je pense. Ouais, et puis, je vois peut-être pas trop long terme là. Non, mais j'aime bien en plus ce que tu as dit là, tu montais un peu. Il y a deux notions aussi d'adaptation, et ça, c'est l'approche taxonomie européenne qui est intéressante aussi. Il y a l'aspect activité adaptée et l'aspect activité habilitante, ou je sais plus comment. L'aspect où tu adaptes tes propres activités et tu peux montrer comment tu fais. Et ce que tu fais, ça contribue aussi à l'adaptation d'autres secteurs ou d'autres gens, etc. Et donc, c'est double apport d'adaptation. Je me pose la question de faire des refuges de faire de nos bureaux de poste éventuellement des refuges climatiques pour. Enfin, tu vois, mais alors, du coup, ça pose la question du mode de financement ou des trucs comme ça. Et c'est ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des opportunités business à aller saisir dans ce contexte-là, outre le fait qu'il faut s'adapter. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est typiquement une action qui est pas mal en train d'être mise en place. Et avec cet intérêt aussi, qui fait tout l'intérêt de ça, c'est forcément, ça t'oblige à réfléchir avec les fameuses parties prenantes, notamment toi et toi. Et non, je vais dire un autre exemple de. Bon, ce qui est intéressant, c'est que parfois, ça peut laisser un brainstorming à plein de. Ok, il faut y aller, quoi, imaginer les choses. Hein. Et donc, l'autre jour, j'étais en Espagne et je ne sais plus quelle ville qui est en train de faire des plans pour aller d'un point A à un point B dans les rues les plus ombrées. Tu vois.
Ah ouais. Donc, on conseille plutôt ce chemin-là, avec les rues, voilà, à l'ombre, quoi. Voilà. Donc, ouais, C'est-à-dire qu'ils intègrent ça comme une fonctionnalité dans Citymapper, quoi. ouais, donc si ma peur, t'as le truc, ok, enfin les rues les plus. Voilà, c'est bon, tous ces éléments-là, et ça, c'est le côté intéressant de réflexion. Moi, j'avais une petite, merci Guylaine. Je saute et désolé Laurent, mais dans la continuité de la question d'Agathe, je voulais savoir quelle était aujourd'hui la prise de conscience des entreprises, tout au moins quel type de secteur, etc. Est évoqué dans les entreprises qui sont éventuellement soumises j'irais à des aléas ou aux événements climatiques, évoqué l'agroalimentaire, etc. Mais au-delà de ça, quelle est aujourd'hui donc, la prise de conscience des entreprises, donc, au moins parmi les grandes, hein, je ne parle pas des petites, quels sont les secteurs qui sont les plus en pointe sur ces sujets-là, ou est-ce que tu as un avis? Bah, c'est les plus grosses entreprises et celles qui sont implantées, avec différents sites dans le monde. Toi, par exemple, les pharmaceutiques, typiquement, voilà, parce que s'il y a un souci enfin, quelque part, c'est qu'il y a déjà une approche de gestion des risques déjà largement, enfin, déjà en place, et donc ça apporte un risque complémentaire, notamment par rapport à une problématique de pénurie d'eau, de problématique de ressources en eau dans certains pays, qui ont conduit à l'arrêt de certaines activités, etc. Donc, c'est plutôt l'aspect taille que secteur, quoi, enfin, concrètement, quoi, parce qu'il y a les moyens, et parce que quelque part, c'est juste c'est de la gestion des risques. Donc, dans la gestion des risques, qui est bien développée, tu intègres ça de manière, parce que voilà, tu as déjà eu des retours en plus. Voilà, typiquement, l'entreprise à laquelle je pense, pharmaceutique, voilà, bah, ils avaient une usine de production, je sais pas où, en Amérique latine, et à un moment donné, ils ont dû arrêter pendant, je sais pas, 15 jours, parce qu'il y a un problème de ressources en eau, et quand ils ont fait les projections, on va dire que ça va être un problème récurrent. Donc voilà, après, tout s'enclenche derrière dans cette logique-là. Donc les entreprises qui ont déjà été impactées, mais pas les autres, donc il n'y a pas d'anticipation. Oui, alors oui, bah, oui. Bah, en tout cas, effectivement, pour enclencher vraiment, je pense, des actions, sauf quand bah, il y avait la dynamique CSRD, mais bon, qui est un peu décalée, etc. Et puis encore que là, c'était intéressant, et en parlant avec d'autres, enfin, des partenaires ou des collègues, c'est pour ça que j'insistais un peu sur les définitions. Euh, et ce qui est normal, c'est-à-dire que pour le moment, il y a un peu ces notions enfin, c'est pas qu'on mélange, mais on a les notions d'exposition et vulnérabilité. Donc, de faire plein de projections dans tous les sens, bah, c'est intéressant, intellectuellement, c'est important, il faut le faire. Mais ça donne aucun info sur derrière le vrai risque et ce qu'il faut faire, en fait. Mais ce qui est normal, c'est qu'il n'y ait pas une bonne compréhension, parce qu'en plus, nos termes, ils sont toujours un peu abscons, hein, on comprend enfin, bref. Donc, souvent, enfin, nous, quand on a des demandes d'entreprise qui ne savent pas trop, ça peut être deux lignes, quoi, deux lignes qui peuvent être ou ça, quand on fait un travail. C'est pas, mais parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, du coup, les attentes, elles ne sont pas vraiment forcément calibrées, etc. Et quelque part, si c'est juste exposition, on sort des projections, bah, on a les outils, on sort des projections, voilà. Mais ça, bon, du coup, ça fait une prestation, on dit entre guillemets pas cher, c'est pas un truc. Mais sauf que finalement, c'est presque contre-productif, parce que l'entreprise qui va recevoir ça, c'est pas quoi en faire. Et en termes même de stratégie entreprise ou même de communication en interne, bon, ça aide pas à bien comprendre le problème, en fait. Donc, je trouve qu'il y a cet enjeu-là qui est super important et qui est vraiment de cette année, quoi, de clarifier, mais de montrer que c'est important, mais donc il y a du travail derrière aussi, parce que toi, c'est pas juste on vous sort un truc au pied-collé et voilà, c'est ça le risque, parce que l'intérêt dans le sens pertinence pour l'entreprise, pour prendre la vraie mesure des sujets et agir derrière, c'est d'avoir une vraie compréhension par rapport à le vrai fonctionnement. C'est pas juste les slides, ça suffit pas, quoi. Mais ça se comprend que ça soit pas entré. Et encore une fois, il faut le faire. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cette confusion, ce qui est normal. Et donc, des attentes ne sont pas forcément explicitées. Et puis, du coup, on se mélange un peu tous aussi dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Comment ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, c'est un peu des commentaires. L'autre jour, pour compléter, j'étais, en fait, il y a un partenariat entre le SCP et AXA Climate School, Ouais. et qui fait des cycles de conférences auxquels on peut accéder via ESSEC Alumni. Donc, j'étais à la dernière sur l'adaptation au changement climatique. Et c'était hyper intéressant parce que déjà, il y avait une représentante d'EDF, de Transdev et
un plutôt politique mairie de Paris. Et donc la journaliste, enfin l'animatrice demandait déjà quel niveau de préparation sur une échelle de 0 à 10. Donc, en gros, la fille d'EDF, elle a dit moins 5000. Tu vois, et la fille de Transdev, elle disait 0. Et le mec de Paris, il disait 1, tu vois. Donc, c'est dire, tu vois, pour la prise de conscience des entreprises, alors que c'est des boîtes qui ont déjà commencé des plans d'adaptation. Oui, EDF, oui. EDF, genre la question des centrales, tu parlais du refroidissement. Oui, EDF, moi, je bossais avec eux au premier plan adaptation en 2006. Ouais, enfin, oui. Voilà, mais c'est elle qui disait moins 6 000, le moins 5 000, tu vois. Ouais, Donc, tellement la vague va être puissante. Et par contre, dans les points plus positifs qui étaient partagés et que j'avais trouvé intéressant, c'était de se dire, et ça rejoint ce que tu nous disais sur le narratif, c'est que c'est un vrai sujet qui parle aux salariés parce qu'il y a des impacts physiques hyper concrets. Et du coup, pour embarquer ton collectif d'entreprise, c'est un sujet hyper concret et qui parle, quoi. Et du coup, si tu commences à le travailler, à faire des groupes de travail avec tes opérationnels, et ben, les gens, ils accrochent et du coup, l'action, en fait, se déroule. Après, moi, je ne l'ai pas vécu, donc j'en sais rien, mais en tout cas, comme on a un peu besoin de paroles encourageantes sur ces sujets-là, je le partageais voilà, en oui, ça c'est l'outil vraiment essentiel. Je pense que bon, tu peux sortir tous les chiffres que tu veux, etc. Puis après, et puis quelque part, faut être réaliste aussi, à niveau d'incertitude sur tout ce qu'on dit, etc., etc. Donc, faut bien arriver à définir. C'est un peu bateau, mais ces histoires, quoi. Donc, oui, quand tu as le fonctionnement actuel et tu fais 2-3 simulations, même simples, tu peux imaginer telle situation. Au lieu de se produire tous les ans, tous les 10 ans, à se produire tous les ans. Ça veut dire quoi sur l'entreprise, tu vois, tu peux faire un truc super simplifié. Moi, j'ai fait ça pour, dans le secteur déchets, tu vois, tu fais les paramètres clés, tu peux arriver à définir, OK, tu racontes une histoire, est-ce que ça va être ça? Et puis, tu dis où on veut aller et après où on peut aller, quoi. Bon, voilà. Mais avec toutes les analyses qui ont été faites derrière, c'est pas dans le vide, quoi. Donc, du coup, effectivement, dans toutes les analyses que tu as faites, tu vas choper les paramètres les plus importants, les plus critiques et là où on peut agir. Et puis, tu peux jouer sur ça. Et justement, c'est chouette ce que tu as dit, toi, toutes les directions qui sont impliquées, parce que c'est ça, c'est bien tout le monde qu'il faut impliquer, parce que différents acteurs, hein, aller sur l'aspect. Non, RH, ça me fait penser à passer dans tous les outils, une montre spécifique qui t'envoie des signaux quand tu as dépassé le seuil de température pour que les gens pensent à rentrer quand ils sont au travail extérieur. Bref, c'était une digression sur ça. Oui, donc voilà, donc oui, l'aspect narratif est un peu indispensable, quoi, pour pouvoir avancer et que tout le monde soit mobilisé, se sente concerné, quoi. Au-delà des chiffres où c'est pas toujours évident de dire OK. Et, merci beaucoup, Guylaine. Merci pour ces échanges. Il y avait une question de Laurent. Comme on a un peu dépassé le timing, si c'était peut-être possible de voir ça, Laurent, si vous avez envie d'ouvrir votre micro. Sinon, je transmets la question directement. Mais c'était au niveau des formations, Oui, éventuellement, bonjour. pour les personnes. Excusez-moi, j'ai reçu ma caméra. Voilà, bonjour. Oui, j'avais juste une question sur les formations. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous Ok, vois un peu nickel. bizarrement, mais je vous entends. D'accord, oui, le centrage est peut-être pas optimal. La question sur les formations. Bon, pour un entrepreneur ou un manager généraliste, je sais que c'est très difficile de répondre à ce type de questions. Non spécialiste, voilà, des questions de transition. Quelle serait la priorité en matière de formation pour soi ou pour ses équipes? Évidemment, ça dépend aussi de l'ancienneté, de l'expertise, de plein de choses, de l'endroit où on est, etc. Est-ce que des certificats, par exemple, sont une bonne idée, des ateliers très ciblés, participer à des fresques du climat, des ateliers d'automne ou des choses comme ça, des choses plus généralistes? Voilà, quel est votre avis là-dessus? Ça m'intéresserait de le connaître. Et merci encore c'était passionnant cette présentation. Merci. Je m'en emprunte. Ça dépend vraiment, enfin, toujours pareil, ça dépend de l'objectif, on part, Bien etc. sûr, je mets conscient. Sur quelque part nos sujets, la formation qui est de type fresque là, qui est chouette parce que ça permet vraiment de manier les sujets, c'est les ateliers d'adaptation, là, les ADAC, que je n'ai pas mentionné là. Ça c'est chouette parce que nous on le fait régulièrement en cas de nos prestats, ça fait une entrée en matière, c'est comme les frais, tu prends par groupe de 8 personnes, tu fais soit 1h30, soit 3 heures en fonction de si tu vas aller dans la définition de solution, etc. Mais pour manier justement, parce que ce qui est important, c'est l'essentiel étape, c'est de comprendre cette notion de risque. Et encore une fois, c'est trompeur, parce que, où c'est pas seulement la modification des paramètres climatiques, on va dire, c'est
doit prendre en compte l'ensemble des fonctionnements de ce qu'on considère, comme j'appelle ça un système. Et donc de manier ça et de se rendre compte, du coup, qu'on peut agir et qu'on peut agir à différents niveaux. Voilà, un peu en point d'entrée. Ça, c'est l'outil qui est vraiment bien, parce que c'est en ligne avec donc c'est ce qu'on appelle chaîne de risque, aussi chaîne d'impact du GIEC. Donc voilà, c'est un peu un point d'entrée qui est chouette. Après, il n'y a pas enfin, sur ces notions, c'est gestion des risques, donc tu peux trouver plein de choses différentes, mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais indiquer sur le truc. Donc, bon, là, il y a des choses qu'ils mettent en place aussi qui sont nouvelles. Donc là, nous, on utilise Acte Adaptation, par exemple. Là, ils sont en train de mettre en place une offre de formation, mais c'est pareil, c'est sur une étape spécifique. Ce sera un peu l'analyse état des lieux, gouvernance, etc., une entreprise. Bon. Voilà, c'est une étape spécifique. Très bien, ça répond déjà à point d'entrée à un Après, atelier. c'est presque qu'on va très vite rentrer quelque part dans des situations très techniques par secteur. Ouais, Quoi. Enfin, voilà, c'est quoi la résistance des absolument. matériaux bon, voilà. Absolument. Très bien. Mais en tout cas, Merci de se poser la beaucoup. question de l'ensemble des composantes du risque, ça va m'identifier là où justement on pourrait chercher des formations plus spécifiques sur des points plus spécifiques. Quoi, si on est, voilà. D'accord, très bien. Passer des certificats aussi, ça peut être un moyen aussi de Il parfaire n'y a ses pas forcément de connaissances. Mais certificat, je ne sais pas à quel certificat tu fais référence, mais à Task, par exemple. Task. Oui. Alors là, je ne Donc, connais pas. donc c'est un certificat sur les enjeux de transition. De transition, celui-là, il est assez théorique en fait. C'est aligné sur les objectifs climatiques de l'ONU. Voilà, Oui, quels oui, sont les d'accord. objectifs? Oui, non, ok. Oui. Voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas, ça répond à mes questions. Merci. Merci. Et ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Guylaine, parce que tu as accepté de dépasser un peu le temps. Mais c'était passionnant et c'était sympa d'échanger comme ça en direct. En tout cas, nous, on vous partagera le replay avec le support de présentation. Et je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin euh, avant de nous quitter. Non, non, c'est toujours frustrant parce qu'on a l'impression de se parler tout seul, on ne voit pas à qui on parle. Donc c'est plus sympa dans une vraie salle. Donc, voilà. Donc je ne sais pas, je sais pas qui était là, mais merci en tout cas d'avoir assisté et enchanté d'avoir l'occasion d'échanger. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir ces échanges aussi à la fin. Donc merci pour ça. Et puis à suivre et puis à ta disposition, hein, si pertinent Super. pour discuter. Voilà. Trop bien. Ben, merci beaucoup. Et puis, on partagera de toute façon tes contacts. Si jamais certains ont envie de se connecter à toi, ce que tu fais, ton travail, n'hésitez pas. Et encore merci. Donc, je vous souhaite une super bonne journée, un bon déjeuner si vous n'avez pas eu le temps de manger. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier transition. Merci, bonne journée.